Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Un Café avec, consacrée cette semaine au Conseil européen. La semaine dernière s'est tenu un Conseil européen consacré au Brexit. Mais en fait, à quoi ça sert un Conseil européen? Y a-t-il des conseils européens plus importants que d'autres? On en discute avec Charles de Marcilly, le directeur du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Dans le cas pratique du Brexit, on avait 95% du texte qui avait déjà été présenté un mois auparavant par Donald Tusk, le président du Conseil européen. Et donc le texte est déjà prêt. Et on a réellement le cas de l'arbitrage, où les chefs d'État et de gouvernement vont essayer de se mettre d'accord sur les quelques amendements qui vont conforter, confirmer, terminer finalement l'accord et le texte. Et donc ça fonctionne comment? Vous avez ces Sherpas qui se réunissent longtemps avant, qui travaillent en sous-main, et puis vous avez un peu le côté poignée de main, photo, le côté visuel. Vous voyez sur ce tapis rouge à l'entrée du Conseil et l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui vont faire leur petit laïus par rapport à leur presse, par rapport à leur opinion publique nationale, en disant « je suis ici avec mes lignes rouges et je vais défendre notre point de vue pour un accord commun européen ». Concrètement, voilà, il y a des séances plénières, il y a des réunions bilatérales. Comment ça se passe, un peu les coulisses? C'est un peu comme votre réunion de copropriété. Si vous avez 30 personnes qui doivent prendre une décision, et là c'est le cas, vous en avez 28 autour de la table, à un moment c'est un peu compliqué. Donc vous avez des gens qui se lèvent, qui sortent de la salle, qui négocient, qui essayent de trouver finalement des positions et des compromis. Et ça c'est le rôle du président permanent depuis 2009 du Conseil européen. Donc là c'est le Polonais Donald Tusk qui doit essayer de rapprocher les points de vue. Et puis surtout vous avez des diplomates derrière qui essaient justement dans les coulisses de pouvoir accorder les violons. Et puis vous avez ce porte-parole officiel qui est le chef d'État de gouvernement qui va à un moment ouvrir son micro et dire sur ce point de vue nous sommes d'accord, pas d'accord. Le document circule, a été validé par des juristes dans une petite salle à côté qui revient, tout le monde se met d'accord et puis on attend en fait d'avoir la présentation en conférence de presse qui là sont collectives, si vous voyez le président de la commission et du conseil et puis souvent vous avez aussi la présidence tournante qui a le droit de regard ou de parler ou son chef d'État de gouvernement qui est présent et puis à côté vous avez chaque chef d'État de gouvernement qui va s'adresser à sa presse nationale pour expliquer pourquoi est-ce que l'accord finalement est très bénéfique, non pas pour l'Union européenne mais pour son propre pays. Et donc, sans le Conseil européen, on aurait quoi? On aurait des fonctionnaires, des diplomates, et puis on aurait des ministres qui se réunissent dans des conseils. Pour le coup, il y a assez peu de communication autour, assez peu de transparence, il faut le reconnaître. Vous avez après un compte-rendu, évidemment, mais sur l'état des discussions, c'est un peu opaque pour le citoyen lambda. Et donc, vous êtes obligé de transformer ça en légitimité politique. Et là, vous passez par les chefs d'État et de gouvernement qui doivent se réunir. Alors, évidemment, il y a un côté un peu théâtral, où chacun va essayer de défendre une position, essayer de montrer qu'il a raison, essayer de montrer non seulement qu'il se bat pour son opinion publique nationale, pour son pays, mais en même temps qu'il se bat pour le projet européen. Et c'est cette ambiguïté aujourd'hui qui permet de dire oui, c'est utile, mais ça pourrait être mieux.